je crois, les parkinsoniens ont très peu d'initiatives et c'est malheureusement c'est la maladie. Hein. Et donc on aurait peut-être pas fait cette association. Donc c'est grâce à Razi qu'on est tous réunis aujourd'hui. Malheureusement la présence n'est pas très importante, mais الحاضر يزيد. Pour dire bonjour, malgré la douleur qu'elle ressent, chers amis, membres du bureau exécutif du conseil scientifique, l'honorable président de cœur Béchir Djelel, les patients, les aidants, je voulais faire de ce séminaire une nouvelle belle rencontre entre les personnes à dimension humaine que vous êtes. Mais la vie nous rafle souvent sans prévenir les êtres qui nous sont les plus chers dans notre vie. Le décès non annoncé de mon irremplaçable et adorable frère m'en a empêché. C'est pourquoi je vous demande d'observer une minute de silence, paix et son âme, parce que cette année, il tenait plus que jamais à être parmi vous. Dieu en a décidé autrement. Raz était un érudit, une référence dans son milieu professionnel. Il donnait tout son savoir sans compter. Il était également un grand sportif, mélomane, piano, guitare, sitar, une voix sans pareil. Aujourd'hui, son départ me fait mal, mais je le sais, dans un tout autre registre, Razi se développera ses ailes en seigneur qu'il est. Enfin, heureux et à pas nuire. Avec la nuit. Donc, enfin, heureux et épanoui. Définitivement, libéré des freins que la maladie lui avait imposés, en balisant ses trajectoires, lui, un homme d'espace et de grand air. Plus que jamais, son départ me placera et vous poussera à continuer ce que nous avons fait pour freiner le mal. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir, Inch'Allah. Bon, donc on va observer cette minute de silence derrière la Santa Al-Rahsi Razi. Merci. Quand même, je ne sais pas comprenez exactement parce qu'il y a eu des absents même parmi les conférenciers. Donc on a un Diopsi Béchir Djelel au docteur Mosmoudi, neuro-urologue. Bien sûr, si Béchir vous connaissez, c'est un neurochirurgien et chercheur de neurochirurgie. Pour la question, est-ce qu'il fallait dire Parkinson pour mieux le vivre ou pour le vivre mieux? Alors, Razi Allah yarhamou, il avait la finesse, vous voyez la notion entre les deux expressions. Pour lui, pour le vivre mieux, ça donne plus d'optimisme que pour mieux vivre. Alors moi, personnellement, je ne vois pas ça, enfin, mais il est assez fin pour le voir. Voilà.
Merci. Aujourd'hui, évidemment, c'est une journée qui se déroule dans des circonstances très particulières. C'est sûr que la perte de Razi est dans nos têtes et dans nos cœurs. Excusez-moi d'avoir cette voix un peu grave, mais j'avoue que je suis sous le choc, franchement. J'ai appris ça ce matin, comme vous. On est tous choqués, on pense énormément à lui. Le peu de fois où j'ai eu à le côtoyer, je me suis rendu compte de ses capacités de transmission, de sa générosité, de ses capacités de leader aussi, hein, c'est-à-dire organiser, aider à organiser. Il a très clairement inspiré Hélène, à qui on pense énormément ce matin, on y pense très très fortement. J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone. Ce sont des moments difficiles, ils nous rappellent tout ce qui reste à faire. Ce sont des moments où, à mon sens, après le recueillement, après la pensée forte, la meilleure chose qu'on peut faire pour lui, c'est d'aller encore plus loin. Je pense que c'est comme ça qu'on peut penser à lui le plus fortement possible. D'aller plus loin au sein de cette merveilleuse association qui joue un rôle de plus en plus croissant, de plus en plus important dans la vie des patients. C'est une association par les patients, pour les patients. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin dans ces moments difficiles. C'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra vraiment montrer à quel point on pense à lui et on pense à sa association. Voilà. Alors, la présentation que j'ai prévu de faire aujourd'hui, elle se concentre sur les approches chirurgicales de la maladie de Parkinson. Vous savez très bien que les approches chirurgicales sont une partie de la prise en charge. Ce sont des approches qui ne s'adressent pas à tous les Parkinsoniens. C'est important à rappeler, parce que régulièrement je vois des patients, c'est toujours un plaisir de rencontrer des patients qui pensent, une fois qu'on a un diagnostic de maladie de Parkinson, tiens, est-ce que je peux me faire opérer? Ça m'évitera de prendre des médicaments. Très clairement, ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Lorsqu'on diagnostique une maladie de Parkinson, c'est avant tout un traitement par les médicaments qui le plus souvent marche. Il faut les ajuster, il faut prendre le temps de bien les modifier, de les adapter à chacun, de ne pas les arrêter au moindre effet secondaire, parce que les effets secondaires se corrigent. Et puis effectivement, plus tard, au cas par cas, vraiment au cas par cas, on peut discuter l'opération. L'opération ou les opérations, car je vais vous montrer un petit peu que le champ des opérations chirurgicales n'arrête pas de se développer et on va faire le point sur l'actuel et sur le futur. Alors, vous voyez un petit peu un historique des opérations cérébrales depuis 1987. Vous savez que c'est le professeur Benabid qui a été à l'initiative de ces opérations qui ont changé complètement la prise en charge de certains malades parkinsoniens. Et en 2012, c'est à 25 ans plus tard, à l'occasion d'un congrès, on a pu un petit peu tracer l'ensemble des avancées qui ont pu avoir lieu. Et ce sont des avancées majeures. C'est-à-dire, c'est quoi ces avancées? Évidemment, il y a des avancées technologiques. Quels électrodes, quels stimulateurs, demain peut-être quelle thérapie génique, quelles cellules souches après-demain. Ce sont aussi des avancées importantes sur à qui s'adresse l'opération. C'est un moment fondamental lorsque on a une maladie de Parkinson, on est suivi par un neurologue, de préférence lui-même, il ne faut pas trop changer de neurologue parce que sinon on ne s'en sort pas. À un moment, je vais peut-être discuter avec mon neurologue, est-ce que je suis un bon candidat à l'opération? Est-ce que l'opération est faite pour ma maladie, maintenant, demain, après-demain? Ou est-ce qu'au contraire, pour le moment, il n'y a pas lieu de faire une opération? Des avancées aussi sur l'endroit que l'on stimule. Parce que la stimulation, ce n'est pas une stimulation globale de l'ensemble du cerveau, évidemment, vous l'avez bien compris,
c'est une stimulation qui doit être faite dans des endroits extrêmement précis, qui sont des endroits clés. Ce sont des endroits où le fonctionnement du cerveau, entre guillemets, s'est arrêté, s'est ralenti. Alors ces endroits-là, on commence à en décrire quelques-uns, et là aussi, chaque patient est un cas particulier. Alors, vous voyez par exemple, 3 sites différents de stimulation. Aujourd'hui, très clairement, ici c'est une coupe du cerveau. Imaginez qu'on me coupe le cerveau dans ce sens, que vous regardez comme ça mon cerveau. Vous savez que c'est une stimulation qui est appelée cérébrale profonde. Pourquoi profonde? Parce que le site de stimulation, il est loin de la superficie du cerveau, du crâne, pardon. Donc l'extérieur, les cheveux sont là. On est à plusieurs centimètres de la superficie. Le noyau subthalamique ou sous-thalamique est la cible du choix aujourd'hui. Mais un certain nombre de cibles, notamment la cible du pallidum, refait un petit peu surface, notamment chez des patients qui ont dépassé l'âge de 70 ans. On y reviendra. Alors, je pense, la question que vous vous posez le plus souvent, en tout cas quand on a l'occasion de se voir, c'est vraiment est-ce que c'est pour moi? Pour qui s'adresse à cette opération? Cette opération s'adresse à 15 à 20% des parkinsoniens, c'est-à-dire un parkinsonien sur 5. Ça veut dire quoi? Pourquoi on ne le fait pas chez tout le monde? Pourquoi on ne le fait pas chez 5 sur 5 des parkinsoniens? Parce que chez les 4 autres, soit les choses se passent très bien avec les médicaments, mais il n'y a pas besoin de prendre quand même des risques chirurgicaux à aller ouvrir la boîte crânienne, même si aujourd'hui ça se passe avec des risques qui sont vraiment faibles. Et puis, il y a un autre cas où on ne va pas proposer l'opération, c'est que grâce à des tests que l'on réalise auparavant, on se rend compte que la stimulation ne va pas bien marcher. Ça, aujourd'hui, on est capable de le faire, parce que les patients parfois me disent c'est pas grave, essayez, stimulez, puis on verra. Alors, ça c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, grâce à des tests que l'on réalise avant l'opération, je peux vous dire de combien vous serez amélioré si je vous opère. Voilà. Et ça, c'est une information importante. Si je sais que cette amélioration est modeste, évidemment, ça n'a aucun sens de proposer l'opération. On peut toujours la faire, mais ça n'a pas de sens. Donc c'est très très important, grâce à ces tests maintenant que l'on peut réaliser de manière routinière, de pouvoir prédire pour le patient est-ce qu'il sera amélioré de manière significative, est-ce que ça changera sa vie ou est-ce que ça sera un échec. Donc je vais lui épargner l'opération. Ça, c'est une avancée importante, le fait de prédire ce qui va se passer. Alors, les critères de la stimulation sont un petit peu les suivants. On va les détailler un peu. Il y a, c'est vrai, les critères d'âge. Classiquement, on opère jusqu'à 70 ans pour la chirurgie du Parkinson. Alors, il y a quand même quelques exceptions parce que vous savez très bien, il y a des patients qui ont 73 ans et qui ont l'impression qu'ils ont 63. Et puis l'inverse, il y a des patients qui ont 60 ans qui malheureusement ont beaucoup d'autres maladies, le cœur est malade, les artères sont bouchées, etc., où les risques de l'opération deviennent importants et à l'inverse, on ne va pas la proposer. Et puis, troisièmement, cette limite d'âge a tendance à être moins stricte, notamment parce qu'en stimulant la cible pallidum, dont j'ai parlé dans la diapositive d'avant, le globus pallidus, l'opération est alors bien supportée, y compris par des patients qui ont 73-74 ans, et les choses se passent bien. Deuxième élément, ça c'est ce que je vous ai dit, donc le fameux test qui permet de prédire est-ce que l'opération est faite pour moi. Alors, dans le jargon médical, vous avez peut-être entendu parler de ce jargon, ça s'appelle un test ANA-ENDOPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va voir le matin tôt, quand vous vous réveillez, souvent quand on a 5, 6, 10 ans de Parkinson, quand on se réveille le matin, on est très raide, on est très bloqué, on est douloureux, avant de prendre ses comprimés. On dit qu'on est en off. On est en off. Et puis,
Donc on va faire un examen très détaillé dans cet état-là, et puis vous allez prendre une bonne dose de médicaments, et puis souvent, vous le savez très bien, il arrive ce qu'on appelle le déblocage. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on commence à se débloquer, on commence à pouvoir marcher, etc. Pas forcément parfaitement, mais on se débloque, on n'est plus raide. Et à ce moment-là, on va à nouveau faire l'examen neurologique complet, et on va mettre un score, un nombre, un numéro, et on va comparer l'état de off et l'état de déblocage qu'on va appeler l'état de on. Et donc, un grand nombre d'études internationales qui ont été conduites sur des centaines de malades a démontré qu'il faut avoir une différence d'au moins 50% entre les deux scores, qu'il faut s'améliorer après la prise de médicaments d'au moins 50% sur ce score pour pouvoir réellement bénéficier de l'opération. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais... Pardon ? Vous avez posé la question, oui. Merci. On ne sait jamais, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Hein. Donc, ça c'est fondamental. Et tout patient chez qui on va penser à l'opération, où on va se poser des questions, est-ce que je dois me faire opérer? Est-ce que la fameuse stimulation va me transformer, comme je l'ai vu sur les vidéos YouTube? Vous savez, sur Internet, il y a des vidéos, il y a des patients qui se sont mis eux-mêmes en ligne. Alors on les voit avant, on les voit après la stimulation, ils dansent, ils courent, et on a l'impression que ça y est, c'est le miracle. Donc il faut se méfier un petit peu de ces vidéos-là, parce que chaque patient est différent, et aujourd'hui, on peut prédire, grâce entre autres à ce test, est-ce que l'opération va vous améliorer de manière importante. Les patients à qui on propose l'opération, souvent ils ont ce qu'on appelle des dyskinésies. C'est le mouvement anormal, c'est le bras qui part un peu tout seul, on a l'impression de danser. Hein. On connaît ça après plusieurs années de Parkinson, de temps en temps on peut avoir des mouvements incontrôlés, hein, le bras qui part, le visage qui tourne, etc. Ça impressionne un peu l'entourage. Bon, ça s'appelle des dyskinésies, hein, ça n'a rien de malin ou de grave, mais ce sont quand même, c'est une partie, c'est un moment de la maladie où on se dit, tiens, je ne contrôle pas mes mouvements. Quand je prends mes médicaments, j'ai l'impression de danser, ma main se tord derrière, etc., etc. En général, ce sont des situations avec une bonne application à l'intervention. Merci. Enfin, l'examen neuropsychologique. La journée d'aujourd'hui est consacrée à l'examen neuropsychologique et à la douleur. Il est fondamental, avant d'aller vers une opération, d'avoir une évaluation psychologique très précise, très complète, très minutieuse. Pourquoi ? Eh bien, on s'est rendu compte que, de temps en temps, avec la maladie, on peut cacher des traits de caractère un petit peu psychologiques. Alors, il n'y a pas forcément une maladie psychiatrique, mais on peut avoir des comportements un petit peu bizarres. Tout le monde peut avoir des comportements un petit peu bizarres. Hein. On a tous quelqu'un dans notre entourage, dans la famille, qui a un comportement un petit peu bizarre, qui dit des choses parfois exagérées, qui sans que ça soit une vraie maladie psychiatrique. Hein. Eh bien, des fois, ce genre de comportement bizarre peut être caché par la maladie. Parce que comme on est bloqué, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on ne le voit pas. Donc il faut vraiment rechercher ce genre de choses, parce qu'on s'est rendu compte que si jamais, dans cet examen psychologique, il y a des anomalies, la stimulation parfois peut les aggraver. La stimulation ne crée pas une maladie psychiatrique, mais si le malade a déjà un problème psychiatrique avant, la stimulation peut l'aggraver. Je ne sais pas si c'est clair. Donc il faut le détecter. Il faut être sûr que le patient ne présente pas des traits psychiatriques gênants, parce que après stimulation, ces traits peuvent être amplifiés. Est-ce que la stimulation peut engendrer
des effets psychologiques. Je vais y venir dans une diapo, dans 3 diapos à peu près. On va en parler justement. Est-ce que la stimulation peut non pas aggraver quelque chose qui existait, mais générer des nouveaux, des traits psychologiques qu'on n'avait pas auparavant. Je connais un cas où il est très émotif. Il pleurait pour rien du tout. Alors que c'est qu'il était normal. Après stimulation. Oui, après stimulation. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je vais y revenir, j'ai fait une diapo spéciale là-dessus, puisque c'est le thème de la journée de la neuropsychologie. Donc, c'est sûr que s'il y a quelque chose avant l'opération, il faut le détecter, il faut voir si c'est un tout petit quelque chose, ou si c'est un problème sérieux qui peut contre-indiquer l'opération. L'IRM, évidemment, l'IRM doit être entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une tumeur qu'on découvre par hasard ou une malformation de vaisseau, puisque lorsqu'on va implanter des électrodes, on risque d'être gêné par ça. Et puis évidemment, des critères généraux par rapport à la chirurgie, par avoir un problème d'hémostase, un sang extrêmement fluide, ça n'a rien de spécifique. Donc, encore une fois, quand on pense à l'opération, ce bilan, qu'on appelle bilan d'opérabilité, qui parfois, selon les centres, selon les endroits, peut se faire en externe, on peut se faire sur une courte hospitalisation de 2-3 jours, lorsqu'on évoque la possibilité de la stimulation, eh bien c'est ça qui va nous décider, nous médecins, après une réunion multidisciplinaire, où il y a neurologue, neurochirurgien, neuropsychologue, neuroradiologue, etc. On va prendre tous ces éléments, le bilan psychologique, l'IRM, le test à la L-Dopa, la réponse motrice, la volonté du patient, les attentes du patient aussi. Fondamental de savoir, quand un patient vient et qui souhaite avoir une opération, une stimulation pour sa maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'il attend de cette stimulation? Si l'attente est de dire « je guéris 100% de ma maladie », non, très clairement non. Je vais lui dire au patient, ou mon collègue neurologue va lui dire, ce n'est pas l'objectif de l'opération. L'opération ne va pas guérir ou effacer la maladie. Donc si votre attente est vraiment la disparition de la maladie, il faut savoir qu'on ne pourra pas le faire. Donc, il faut avoir des attentes qui correspondent réellement à ce que la stimulation va donner. La stimulation n'efface pas la maladie, ne guérit pas la maladie, elle la cache, c'est-à-dire qu'elle corrige ses symptômes. Comme les médicaments, c'est pour ça qu'on ne la propose jamais en premier, on propose d'abord les médicaments, et qu'on va la proposer à un moment où on n'arrive plus à contrôler la maladie avec les médicaments. C'est-à-dire à un moment où les médicaments vont me donner, par exemple, les fameuses dyskinésies, les mouvements involontaires dont on parlait. C'est-à-dire à un moment où les médicaments, étant donné que les médicaments peuvent aller à l'endroit malade, mais aussi un peu partout dans le cerveau, les médicaments peuvent générer des effets neuropsychologiques aussi. Vous avez peut-être, un certain nombre d'entre vous, il y a peut-être un parkinsonien dans l'entourage, ou si vous-même vous avez cette maladie, vous avez peut-être eu un jour des hallucinations. Il voit des choses qui n'existent pas, ou il voit quelqu'un derrière lui. C'est fréquent, il n'y a pas de honte à ça, c'est fréquent. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la tête, ça ne veut pas dire qu'il est devenu psychiatrique ou psychopathe. Le plus souvent, c'est un effet secondaire du médicament. Parce que le médicament, il va non seulement à l'endroit malade, mais comme il est pris par la bouche, il peut aller partout, et donc il peut engendrer des effets secondaires psychologiques. Il peut. Chez beaucoup de patients, il ne le fait pas. Donc, la stimulation, on va la proposer à un moment où le médicament va générer tellement d'effets indésirables qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous avez un effet indésirable à la prise d'un médicament qu'il faut aller à la stimulation. Il faut changer le médicament, il faut l'ajuster, il faut changer la dose, revoir, tout ça. Vous savez que les médicaments dans cette maladie, c'est une cuisine extrêmement fine. C'est une cuisine où les ingrédients sont dosés au microgramme près. Où les prises aussi doivent être très régulières.
à heures régulières. Parkinson ne tolère pas l'à peu près. Ne tolère pas qu'on prenne les médicaments un petit peu avec une heure de décalage, ou même une demi-heure de décalage. Ça peut changer tout. Hein. Voilà, c'est très exigeant la maladie de Parkinson. Mais, malheureusement, à un moment, malgré toutes les modifications de traitement, malgré tous les ajustements de médicaments, il y a des dyskinésies, il y a des effets indésirables importants qui rendent le quotidien du malade très difficile. Et à vrai dire, ce sont ces malades-là que l'on va stimuler. Ce sont des malades où à un moment, soit ils n'ont pas de médicaments, où ils sont très bloqués, hein, vraiment très très bloqués, vous savez de quoi je parle. Soit ils prennent le médicament, et puis ils vont avoir les dyskinésies, etc. Donc c'est un dilemme, c'est un affreux dilemme. Un affreux dilemme. Voilà, donc c'est ce que j'ai un petit peu esquissé dans la préparation à la chirurgie, hein, l'information du patient, quelles sont les attentes du patient, qu'est-ce que le patient se fait comme idée de l'opération. Un certain nombre de patients que je vois des fois en consultation, on voit très bien qu'ils peuvent être de bons candidats à la stimulation, mais ils ne sont pas prêts. Très clairement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, pourquoi? Parce que une électrode dans mon cerveau, c'est bizarre quand même, hein, ça n'a rien de naturel. Pourquoi un courant électrique dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, hein? Est-ce que ça va me commander ou me générer des idées que je n'ai pas normalement ou changer ma mentalité, ma personnalité, hein? Donc on peut avoir, et à juste titre, hein, un certain nombre de questionnements, et il est très important que le patient pose ces questions au neurochirurgien, au neurologue, qu'il ait des réponses adéquates, et qu'il fasse un cheminement dans son cerveau. Il ne faut pas se forcer, hein, même si on n'est pas bien. Et puis un jour, on se dit, ah, ça y est, j'ai compris, je suis prêt, je veux y aller. Là, il faut y aller. Il ne faut pas y aller avant. Une des déceptions qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on découvre la préopération qu'il faut continuer à prendre des médicaments. Parce qu'on pense que le traitement, c'est en salle débarrassé, c'est fini, mais il faut malheureusement continuer à prendre des médicaments. C'est une excellente remarque, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Au début de la stimulation, le succès a été tellement important qu'on a été tous tentés, patients comme médecins, comme chirurgiens, à dire et si on arrive à stimuler à une intensité qui fait que le malade n'a plus de médicaments. Donc il se sent, il a l'impression d'être guéri puisqu'il n'a plus de médicaments et que lui, il n'agit pas sur sa stimulation. Donc on a une sorte d'impression de guérison quelque part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est tous revenus là-dessus pour deux raisons. Premièrement, parce que la stimulation n'arrive pas toujours à corriger 100% des symptômes. Et deuxièmement, et ça c'est encore plus important, c'est qu'on a vu un effet secondaire important apparaître lorsque je supprime mes médicaments ou lorsque je les baisse de manière considérable. C'est quoi cet effet secondaire? Ça s'appelle l'apathie. Apathie, si vous regardez sur Google la stimulation dans les forums, peut-être que vous allez tomber sur ce terme. Apathie, je vais passer dessus. Ça on a déjà vu, je ne crois pas que ce soit utile quand on fasse le détail technique de l'opération. Mais, voilà, l'apathie. Qu'est-ce que c'est l'apathie? A-P-A-T-H-I-E. L'apathie, ça veut dire, on s'est rendu compte, les patients, on est stimulés, c'était il y a 10 ans ça, ils étaient transformés sur le plan moteur au point où, lorsqu'on passe les voir, on a Parkinson, ce patient c'est pareil, tu me racontes n'importe quoi. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, le patient, sa femme ou son mari, il rentre à la maison, on se voit 3 mois plus tard, en consultation, il est toujours extrêmement bien corrigé, il peut courir, etc. Et puis on demande à madame, comment va monsieur? Il doit aller très bien, hein, madame. Catastrophe. Pourquoi catastrophe? Il passe ses journées dans un fauteuil et il ne fait rien. À la rigueur, il faisait plus quand il était sous médicaments.
Qu'est-ce que ça veut dire? Un manque total de motivation. On fait disparaître la motivation. Pourquoi la motivation disparaît? Parce que, comme vous savez, la maladie de Parkinson, elle est due à l'absence de dopamine, la fameuse molécule dopamine, qu'on prend sous forme de comprimé. Alors, la dopamine, c'est quelque chose d'important pour des mouvements, pour pouvoir bouger, hein, c'est un peu comme l'essence dans la voiture, hein, ou l'huile dans le moteur. Mais la dopamine a d'autres fonctions dans le cerveau, elle ne fait pas que ça. Et notamment, la dopamine est responsable de notre motivation. Parce que si quelqu'un n'a plus de dopamine dans son cerveau et qu'il ne prend pas de médicaments sous forme de dopamine, eh ben, il ne prend plus d'initiative. Ils ne sont pas le besoin. Hein. C'est comme si ça nous arrive tous un jour de dire « je suis complètement démotivé ». Je ne sais pas pourquoi, je suis démotivé, je n'arrive pas à entreprendre quelque chose. Sortir, j'ai pas envie. Regarder un film, j'ai pas envie. Aller manger, j'ai pas envie. Hein. Ça nous arrive tous de temps en temps, parce qu'on est un peu déprimé ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est la dopamine qui est responsable du phénomène de motivation. C'est une molécule fondamentale pour la motivation. Donc, vous savez que la stimulation n'agit pas sur la dopamine, hein. Elle corrige la maladie parce qu'elle impose un rythme moteur qui est le rythme moteur normal, mais sans faire augmenter la dopamine. Donc si je supprime tous mes médicaments, avec ma maladie de Parkinson, je n'ai plus de dopamine, et sans les médicaments, alors là j'ai zéro dopamine. Et donc je perds ma motivation, et donc j'ai ce qu'on appelle le phénomène de l'apathie. Et donc aujourd'hui, il est fondamental de comprendre qu'après une stimulation, non seulement il ne faut pas arrêter les médicaments, mais il ne faut pas chercher à trop les baisser. Donc en général, on les baisse de moitié à peu près. Autrefois, on les baissait de 2 tiers, voire de 80%. Il ne faut pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit maintenant aux patients avant l'intervention. Quand je parlais tout à l'heure des attentes des patients, si l'attente du patient est de dire je veux passer mes journées sans le moins de comprimés, il faut lui expliquer que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Alors, puisqu'on est un petit peu dans... Oui. Mais on vous dit alors qu'est-ce qu'il va gagner dans le cas? Il va gagner considérablement sur les effets secondaires des médicaments. Parce que les effets secondaires des médicaments, ils apparaissent parce que les doses sont devenues trop élevées. En début de maladie, je prends un comprimé x3, puis un comprimé toutes les 3 heures, puis parfois un comprimé toutes les 2 heures. Au fil du temps, à un moment, la quantité de médicaments est très importante et c'est ça qui donne les dyskinésies et les effets secondaires. Si après stimulation, je baisse de 50%, je reviens à ma situation de début de maladie. Hein, vous savez, les 2-3 premières années de maladie, si je prends mes comprimés, ça se passe très bien et je n'ai pas d'effet secondaire, je n'ai pas de dyskinésie. Voilà la différence, elle est fondamentale. C'est bien de le connaître. Premièrement, merci beaucoup. Il faut poser des questions surtout. Et il ne faut pas laisser passer un terme que j'emploie sans qu'il soit compris. Donc la dopamine, c'est une substance. مادة في المخ, une substance du cerveau. Normalement, المخ يصنعها للحركة, pour la motivation aussi, et qui, dans la maladie de Parkinson, elle disparaît. Et c'est ce qu'on remplace par le médicament. C'est ce qu'on donne sous forme de médicament. Bon. C'est-il le régime alimentaire qui peut stimuler le problème? Non, j'en profite parce qu'il y a une plante où il y a un petit peu de dopamine. Vous trouverez ça sur Internet. J'ai déjà vu des patients qui me disent moi j'ai arrêté tous les médicaments, je prends cette plante. Alors, c'est vrai, c'est une plante où il y a de la dopamine, mais il vous faut manger un tas comme ça par jour pour avoir la quantité nécessaire. Et pas manger 3 feuilles. Donc c'est pas pratique en réalité. C'est irréalisable. Alors, donc, puisqu'on est un petit peu dans la série de choses qui peuvent arriver après opération, donc on a parlé de l'appétit, hein, le fait d'être, et encore une fois je rappelle un paradoxe, je vais très bien après la stimulation, mais paradoxalement il ne fait plus rien, il passe la journée dans le fauteuil, alors qu'il n'a plus de symptômes.
Et ça, c'est parce qu'on a beaucoup baissé les médicaments, et donc il n'y a plus assez de dopamine pour se motiver. Hein, je pense que c'est clair ça. Sinon, je peux le répéter, hein, je ne sais pas si c'est assez clair. Alors, si jamais ça arrive, cet appétit quand même, malgré les précautions, malgré le fait qu'aujourd'hui, on fait très attention, on baisse les médicaments de manière vraiment progressive. On ne cherche pas à faire une coupe fondamentale dans les médicaments. Si jamais ça arrive quand même, c'est là où, de temps en temps, on est amené à réaugmenter un petit peu les médicaments. Et ça peut être vécu comme un paradoxe, c'est quand même bizarre. Je me suis stimulé, on a baissé les médicaments et là vous voulez les augmenter, ça veut dire que c'est un échec de l'opération? Non, pas du tout. Ça veut dire que la baisse de médicaments a été trop forte au point où vous avez perdu de la motivation et ce n'est absolument pas grave de réaugmenter un tout petit peu, une petite quantité, pour corriger cela. Je vous en parle parce que maintenant, vous avez sur les forums de Parkinson, sur Internet, qui parlent de stimulation, on en parle de plus en plus de ce phénomène de l'appétit. Et maintenant, on sait le prévenir en allant très doucement sur la baisse de médicaments. Deuxième chose qui peut arriver après la stimulation, c'est la prise de poids. Alors, beaucoup de Parkinsoniens sont plutôt maigres. Hein. C'est la majorité, à vrai dire. Pourquoi? Parce que avec la maladie, c'est difficile c'est lent de se nourrir, donc on a tendance à manger moins. Parce que si vous avez les dyskinésies, les mouvements normaux dont je parlais tout à l'heure, c'est comme si vous avez du sport.